étrange animal qu'il m'était donné de voir. Les gens commencent à dire c'est le film qui va remettre en question l'industrie du cinéma français. Cet animal n'existe pas. Pardonnez-moi de vous avoir joué cette farce d'étude. Malgré le patrimoine littéraire, pictural qu'on a en France, folklorique, eh ben, il n'y a pas de cinéma de genre. Il y a des tentatives à droite à gauche, il n'y a pas de cinéma de genre. Aujourd'hui, on va aborder en profondeur un sujet qui nous tient à cœur, la culture populaire de genre française. Et on va pas le faire tout seul. Les habitués savent, il est très rare qu'on accepte des partenariats. Pourtant, celui d'aujourd'hui pouvait difficilement faire plus sens. Le magazine Métal Hurlant, créé dans les années 70 par rien moins que Moebius, Philippe Druillet et Jean-Pierre Dionnet, est tout simplement un monument de notre pop culture. Il a contribué à absolument tout ce dont nous allons parler aujourd'hui, tant il a nourri les imaginaires SF du monde entier avec ses BD furieuses et avant-gardistes. Peut-être que vous vous souvenez de notre vidéo sur le destin tragique de cet autre magazine fondateur des imaginaires pop hexagonaux qu'était Pif Gadget. Et ben là, c'est tout l'inverse. Car depuis 2021, Métal Hurlant a fait son grand retour, et pas comme un objet de nostalgie poussiéreux, non, fidèle à son esprit de véritable laboratoire d'imaginaire, du genre savant fou, réunissant la crème de la BD, autant à travers ses grands anciens que les nouveaux noms qui font la SF d'aujourd'hui. C'est désormais un trimestriel de près de 300 pages, avec des tonnes de BD bien sûr, mais aussi d'interviews et d'articles, comme un bon vieux mag à l'ancienne. À chaque fois autour d'une grosse thématique, le dernier numéro qui vient de sortir se charge par exemple de la lourde tâche d'actualiser l'indéboulonnable univers Lovecraftien. Tout ça pour même pas 20 balles en kiosque et en librairie, mais mieux, en vous abonnant avec le lien en description, c'est jusqu'à 20% de moins en plus de les recevoir chez vous et de soutenir la chaîne. Bref, ici c'est toute la culture pop qu'on aime et qu'on défend, comme on va le voir maintenant. J'aimerais revoir le Pacte des Loups. Alors oui, je sais, c'est pas un lost media, hein, je peux le revoir quand je veux, merci, mais j'aimerais revoir le Pacte des Loups pour la première fois au Cinoche en 2001, avec tout le contexte qui entourait sa sortie, avec mon regard d'ado de 15 ans pour qui ça va devenir culte, surtout avec toutes ces promesses intactes pour l'avenir d'un grand cinéma populaire. Vous vous souvenez peut-être pas, ou tout simplement vous êtes trop jeune pour l'avoir vécu, mais c'était un délire. Il y avait vraiment un phénomène autour de ce truc. C'était un événement avec beaucoup de couverture presse, de com. Tenez, il y avait même un tube à la con que tout le monde a oublié. Et faut dire qu'il y avait un gros enjeu pour l'industrie du cinéma français. En gros, c'était le futur du grand divertissement populaire ambitieux qui se jouait là. Un peu comme à chaque fois qu'on nous dit... J'ai plein de gens du métier qui sont pas dans la compète et qui me disent « Putain, pourvu que ton film marche !» Parce qu'on a tous envie pour le cinéma français que c'est un baromètre, quoi. On se dit, bon, bah, si les gens viennent pas, ce sera pas à cause du film. Sauf que cette fois-là, et ça faut s'en souvenir aussi, ça avait marché. Ça avait vraiment marché. À tout un tas de niveaux, même les plus risqués. Et en fait, non. Il a pas changé le cinéma français, il n'y a pas eu de gens qui ont essayé de faire suite à ce film, il n'y a rien eu après, le Pacte des Loups. C'est un truc à part, c'est comme un météore qui arrive dans ton jardin, quoi. Pourquoi le Pacte des Loups est resté malgré tout un prototype? Et surtout un prototype de quoi? C'est de ça dont on va longuement parler aujourd'hui, ainsi que, vous l'imaginez bien, de notre rapport au divertissement, à notre histoire, notre folklore et à la culture populaire. Pour ce faire, bon, je vais pas vous raconter tout le film, mais on va divulgacher dans les grandes largeurs. Vous voilà prévenus. Pourquoi je trouve tant ça important de produire un grand cinéma d'aventure qui se nourrit de l'histoire et de la culture populaire française? Eh bien... Le Pacte des Loups est un film d'aventure français en costume sorti en 2001 et réalisé par Christophe Gans. Je dis d'aventure, hein, même si on va voir que... Pour l'instant, on va se contenter de ça. Bon mais admettons. Et je dis français parce que c'est officiellement le cas hein, d'un point de vue de production, qui plus est en langue française, tourné en France avec la fine fleur du cinéma francophone, mais aussi parce qu'il se base sur un événement mythique de l'histoire de France.
Et je sais, ça peut paraître bizarre de parler de mythique pour des faits historiques, mais c'est pour souligner que cet événement a marqué l'imaginaire hexagonal jusqu'à aujourd'hui. C'est donc bien un élément de patrimoine culturel et pas seulement historique que ce film raconte, à sa manière, et ça aussi, on va en parler. Cet événement, c'est bien sûr l'affaire de la bête du pont de Ligonnès, pardon, du Gévaudan. Bienvenue au pays de la bête, mes seigneurs, et prenez garde aux pièges à loups. Pour les Trois du Fond, en gros, au 18e, dans ce qui est devenu peu ou prou la Lozère, il y avait une grosse bête, ou des grosses bêtes, qui tuaient des gens, plein de gens, et ça a foutu une méga panique. J'ai vu une grosse bête. Événement à la dimension d'autant plus mythique que concernant la réalité précise des faits, on sait pas exactement. Si ça se trouve, on n'aura jamais plus à se mettre sous la dent étant donné l'ancienneté du bail. Et pour une fiction, ça en revanche, c'est pas une mauvaise nouvelle. Le Pacte des loups est ainsi un film historique, historique avec plein de petits lapins avec les doigts parce que... D'ailleurs à la place, j'aime bien l'expression film en costume, je trouve que ça dit assez bien on est déguisé en l'histoire. Donc de manière très évidente, il ne prétend ni à la vérité factuelle, ni même au réalisme. C'est pas un film réaliste de KPDP, c'est un film comic book de KPDP. On y suit un duo d'enquêteurs totalement fictifs, le chevalier Grégoire de la Particule et Mani de juste Mani. Ah bon, il a pas de prénom? L'un est un naturaliste royal et l'autre un Iroquois biclassé chaban guerrier venu de Nouvelle-France, d'Amérique du Nord quoi, où ils se sont liés d'une amitié profondément fraternelle. Malgré les problématiques qu'on va aborder, il se base bel et bien sur des éléments réels de l'affaire, des hypothèses vraiment débattues et quand même bien battues en brèche surtout depuis. Évidemment, comme d'hab, les plus plausibles sont les moins fun. Dans un livre intitulé Monsters of the Gévaudan, l'américain J. Ames Smith, spécialiste de l'histoire de France, émet une idée nouvelle. Les agressions n'auraient pas été le fait d'un seul animal, mais d'une meute de loups. L'écrivain Bernard Soulier, qui lui est originaire du village où la bête a été abattue, penche pour une autre hypothèse, celle d'un animal hybride, quelque chose entre un chien et un loup. Heureusement, c'est pas, mais alors pas du tout, celle choisie par le film. Bon, c'est pas le rasoir le plus affûté d'Occam, mais c'est pas totalement sorti de leur chapeau. Un certain nombre de personnages sont d'ailleurs de vrais protagonistes de l'affaire. En fait, pour être précis, inspirés d'eux, puisque certains noms sont modifiés, comme les Morangias basés sur les Morangies, voire complètement renommés. Surtout, leur rôle dans l'affaire est fictionné pour coller aux théories retenues et largement exagérées par le film dans le scénario qu'il s'invente. Car nos deux compagnons vont découvrir que les meurtres de la bête cachent en réalité un complot ourdi par un groupe secret de nobles locaux, le fameux Pacte des loups éponyme. Fanatiques et réactionnaires, ils cherchent à semer la terreur pour contrer l'avancée des idéaux des Lumières qui mèneront en partie à la Révolution française 3 décennies plus tard. Pour ce faire, ils ont dressé et équipé un lion ramené d'Afrique par le vil Jean-François de Morangias, la fameuse bête du Gévaudan. Bon, alors résultat, t'as des mecs, c'est des vrais types qui ont vraiment existé, et dont la représentation la plus connue sera pour toujours ça. Coup dur pour Jean-François, malgré ça, cette démarche participe pleinement à l'intérêt du film, car ce mélange de personnages historiques, de personnages fictifs et de fictionnalisation de personnages mineurs ayant bel et bien existé, quoi qu'on en pense, c'est dans la plus pure tradition des récits d'aventure. Pilier du genre, les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas prend des figures majeures de l'histoire de France pour leur donner des rôles fictifs, comme en faisant du cardinal Richelieu une figure d'antagoniste, aux côtés de personnages totalement romanesques comme Milady Winter. D'Artagnan lui-même est vaguement basé sur Charles de Batz, comte d'Artagnan, et les trois encore plus vaguement sur des nommés Armand de Silegue, Isaac de Porto et Henri d'Aramitz, dit les Mousquetaires Noirs. Vous êtes mousquetaire? Pourquoi je n'ai pas une tête de mousquetaire? Rien à voir avec lui, même si il est lui aussi inspiré d'un vrai type qui existait plus tard et qui était déjà apparu dans plein de fictions, mais pas dans les Trois Mousquetaires de Dumas où il n'y a effectivement pas d'officier noir, contrairement à la vraie histoire véritable, comme par exemple totalement au hasard, le père de Dumas lui-même. Et où est-ce que je vais avec ça? Oui, Dumas non plus ne prétend pas dépeindre la réalité historique, bien qu'il parte de la réalité d'une époque pour la romancer, ce qui va impacter non pas ce qu'on en sait, mais comment on la perçoit. Finalement, dans l'imaginaire collectif français, le mousquetaire est une des figures clés de cette représentation. Et le paradoxe, c'est que c'est finalement un corps pas très important dans l'histoire. Donc, au fond, Dumas fait des mousquetaires un
type, une sorte d'idéal type, un petit peu comme le cow-boy est un idéal type d'autre chose. L'histoire, comme le gruyère, est faite de trous, comme disait l'autre, et c'est bien ces trous que ce genre de récit cherche à remplir à ras-bord, quitte à en foutre un peu partout. Dans un seul but, pas vraiment raconter l'histoire, mais raconter une histoire avec l'histoire. Et réciproquement, raconter l'histoire avec une histoire. Oui, je sais, désolé, pour être plus clair, les Trois Mousquetaires inventent un truc qui a son intérêt narratif propre en utilisant un cadre historique. Mais ce truc inventé raconte tout de même les enjeux politiques de l'époque, comme la transformation de la monarchie en proto-État moderne, la persécution des protestants et plein d'autres choses qui font bel et bien partie de notre histoire. Et c'est pas pour dire que ça la raconte forcément de manière pertinente ou même juste, hein. Ça on peut toujours en débattre au cas par cas. Seulement que cette façon de l'aborder par des fictions historiques parfois concurrentes, c'est ça qui joue un rôle important et inévitable dans comment cette histoire sera retenue par les imaginaires collectifs. Non pas un roman national, mais juste, très littéralement, des romans, qui expriment des points de vue, des thématiques, des représentations et d'autres trucs de cet ordre. Ce qui, on est d'accord, est très loin du travail de l'historien, hein, qu'il ne doit surtout pas remplacer, sous peine d'être une manipulation, mais est tout simplement un autre travail, celui des imaginaires, dont on voit mal comment ils pourraient ne pas exister. En somme, une autre façon de voir la formule « Si vous n'aimez pas mon histoire de France, écrivez la vôtre ». Et d'autant que l'intérêt de cette mise en imaginaire, avec tous les problèmes inhérents qu'il faut garder en tête, ne se situe plus exactement sur la représentation d'une époque, car les fictions historiques n'en disent pas tant sur l'époque dont elles parlent que sur l'époque dans laquelle elles sont produites. 17th century. Et pas juste parce que nous sommes nous-mêmes le produit de cette histoire, aussi parce que ces récits sont le produit de leur temps, dont on est aussi le produit. Recule que je fume. Pour finir, j'ajouterai qu'elles en disent beaucoup sur les époques auxquelles elles sont reçues, puisqu'on ne perçoit pas les Trois Mousquetaires de la même façon aujourd'hui que du temps de Dumas, ce qui est encore plus criant avec les adaptations qui ne cessent de les réinventer. Le Pacte des loups retient non seulement l'hypothèse séduisante de la bête exotique, mais aussi celle d'une bête dressée, et donc d'un tueur humain derrière tout ça, et celle carrément d'un complot. Hypothèse toute au mieux minoritaire, voire en vrai un peu porte-nawak, mais un temps défendue à grand renfort de documentation plus ou moins solide. On a aussi évoqué une hyène, des pumas ou même un Mésonychia, c'est un bidule préhistorique, mais là on arrive en terrain cryptozoologique on va dire. Mais en gros, des thèses à peu près possibles, même si c'est très improbable. Et soyons honnêtes, thèses les plus cool. Parce que oui, il s'agit de faire un film, en plus un peu palpitant et spectaculaire dans le cas précis, qui nage même franchement pas loin des eaux du fantastique, autre élément qu'affectionne cette fiefée littérature populaire française. Donc déjà, pas la démarche d'un docu qui pourrait explorer différentes pistes, quitte à en privilégier une. Dans une fiction, alors ok, on peut laisser des ouvertures, ce qui n'est pas le choix fait ici, mais il faut bien retenir une thèse. Il faut que quelque chose soit la vérité dans la diégèse du film, même si ça ne prétend pas être une vérité IRL. Dans cette configuration, et je sais, ça peut rendre des esprits chagrins, mais c'est comme ça, les théories du complot et autres hypothèses fracassantes sont profondément romanesques, en plus de cristalliser en les simplifiant les enjeux complexes abordés. Ce qui est d'ailleurs une des raisons du pouvoir de séduction des théories du complot prises au premier degré dans la réalité. Complotiste, hein? Théorie du complot! Bon mais admettons. Elles fournissent un récit plus intriguant, plus satisfaisant, mais aussi plus simpliste, plus proche des cases de la fiction. Ceci alors que souvent elles ont tendance à faire appel à un imaginaire assez pauvre, basé sur des clichetons éculés, voire parfaitement craignos, incapables de voir que parfois la réalité est bien plus fascinante. La morale de ma fable, mademoiselle, est qu'on n'a jamais vu de dragon ni de licorne ailleurs que dans les livres ou les poèmes. Les mensonges apparaissent parfois comme vérité quand on les habille de latin. L'idée qui fait le plus consensus, c'est-à-dire des familles de loups rendus anthropophages par la faim, amalgamées en une unique bête féroce par la terreur collective, en vrai, ça pourrait être grave intéressant, dans un autre style. Pour le genre de cinéma qu'essaie de produire le Pacte des loups, ça serait un peu décevant, surtout comparé à un lion en armure dressé par un méchant de Soul Calibur pour une secte de fin de race illuminée. Le choix fait par le Pacte des loups, c'est pas juste un choix d'un récit plus créatif, plus foufou, plus kung-fu. C'est vraiment un choix à la Dumas, aussi dans le sens où on n'est pas juste là pour poser le cerveau.
Ce souffle épique, il est mobilisé pour aborder plein de choses, comme cette époque de transition entre une vieille noblesse féodale, usant de la peur, de la violence et de l'obscurantisme, contre l'arrivée de nouvelles idées émancipatrices et le risque de soulèvement d'un peuple à bout de nerfs, précurseur de la fin de l'Ancien Régime. Et le film explicite totalement ce sujet en commençant à la Révolution française, avant de revenir sur cette affaire annonciatrice via les mémoires du narrateur, tel un Bilbon qui va bientôt se faire saquer. Il fallait bien que ce monde change. Mais la révolution est devenue terreur. Et à mon tour, je vais être emporté. Alors même si du coup on nous montre des trucs auxquels il a pas assisté lui-même, mais on s'en fout, flashback général quoi. Le personnage de Fronsac, érudit, naturaliste et un chouille libertin, incarne cet esprit qui se confronte à une noblesse reculée et passablement arriérée. Esprit également incarné par sa fraternité avec Mani, venu du Nouveau Monde, en opposition au racisme dominant de l'époque, qui voit en lui au mieux un alien plein d'exotisme et au pire, un sauvage. Tout de même, comment avez-vous pu mêler votre sang à celui de ce sauvage? On ne regarde pas comme sauvage l'homme qui partage votre malheur. En miroir de cette figure de progressiste et humaniste éclairé qui a ramené de son expédition sur un autre continent un compagnon qu'il considère comme son égal et qui entretient une vision à minima respectueuse et courtoise des relations avec les dames. Toutes les femmes ont même couleur, en chandelle éteinte. En miroir de ce protagoniste donc, l'antagoniste est un dominant prédateur dans tous les sens de ces termes, qui a ramené de guerres coloniales sanglantes à un bon PTSD, une forme de monstruosité, dans l'aspect physique autant que moral, et littéralement un monstre prêt à entretenir par la violence sa domination. Sauvagerie du noble, d'autant plus frappante face à la noblesse de celui qu'on qualifie pourtant de sauvage. Inversion, tout ça, la colonisation qui travaille à déciviliser le colonisateur, à l'abrutir au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la convoitise, à la violence, à la haine raciale, au relativisme moral, c'est beau comme du Aimé Césaire et c'est normal parce que c'en est. Le Pacte des loups est truffé de ces sujets divers à travers des références explicites, voire directement discutées par les personnages. La bête elle-même a beau avoir réellement existé, elle n'en est pas moins une métaphore. Et là encore, très explicitement, on n'est clairement pas là pour faire du Tarkovsky. Le monde qui avait créé la bête est en train de mourir. Bonjour à tous, aujourd'hui, la métaphore. Les éléments historiques comme inventés se rejoignent pour parler de ces problématiques de notre histoire, car, et ça m'attriste autant que vous, selon le consensus scientifique, aucun Iroquois n'a enquêté sur la bête du Gévaudan en se tapant contre des punks à chiens du XVIIIe siècle. Pour autant, ça reste un élément historiquement juste. On l'a vu, la présence de Mani permet d'évoquer l'idéologie raciale européenne et renvoie à de vrais cas de natifs américains ramenés en Europe ou à des controverses comme celle de Valladolid. Sans doute votre frère de sang est-il comme nous une créature de Dieu? L'avez-vous fait baptiser? Il ne me l'a pas demandé. Et tenez, ça. Mon capitaine voulait un interprète Mohawk. Vous savez comment cet homme-là livre bataille? Il donnait à ses éclaireurs des draps et des linges sales pris aux hôpitaux de Québec. Les Iroquois les achetaient, et 3 semaines plus tard, nous finissions le travail. Alors, ça paraît tout con comme ça, parce que c'est un classique, mais intégré dans l'imaginaire collectif, comment l'Europe a historiquement, on va dire, géré son rapport à la colonisation et aux autres peuples, il y a des gens que ça arrangerait bien qu'on le fasse un peu oublier. Ça permet, d'une certaine façon, d'historiciser, par la fiction. Et c'est même précisément parce qu'on continue à remettre ce bail dans la fiction que c'est devenu un classique dont tout le monde a à peu près conscience. Pour développer le sujet, je vous renvoie à notre émission sur le meilleur film médiéval de tous les temps. Le film qui a d'ailleurs exactement le même sujet d'une transition entre un vieux monde en train de crever, un nouveau qui tarde à naître et les monstres entre les deux. Et on y parlait déjà du rapport à l'historicité de From Hell d'Alan Moore. Et avec la démarche du Pacte des loups, on touche à un autre enjeu. From Hell se base aussi sur un fait divers marquant de l'histoire de leur pays. Là aussi, un récit sensationnel de meurtre qui a provoqué une véritable panique à l'époque. Là aussi, qui a atteint un statut mythique dans les imaginaires, puisqu'il s'agit du fameux Jack l'Éventreur. Et ok, il y a bel et bien quelqu'un qui a tué des prostituées à Whitechapel à la fin du 19e, mais Jack l'Éventreur, en dernière analyse, est plus une figure légendaire qu'historique. Dès l'époque, en fait, et jusqu'à aujourd'hui. Non mais, vous imaginez le nombre de fictions où il y a ce putain de type? I am talking about traveling through time. The first to use the machine, however, is Dr. John Leslie Stevenson, better known to history as Jack the Ripper.
C'est vraiment un des exemples les plus emblématiques de la porosité entre un patrimoine historique et un patrimoine culturel. Il est devenu presque pas moins fictif que Sherlock Holmes, qui lui est à peine inspiré de personnes ayant existé. Ils ont globalement le même statut dans la culture populaire. Et les deux disent toujours quelque chose de l'histoire et de la culture britannique, chez eux comme partout dans le monde, à travers leurs 1001 réincarnations, sous tous les tons, dans tous les genres et sur tous les médiums. C'est d'autant plus aidé par le fait que là, on sait vraiment toujours pas la réalité. Et que, soyons honnêtes, et malgré les nouvelles révélations pour vendre du papier tous les 6 mois, on saura sans doute jamais vraiment. Et moi. Ignorance historique, trou béant à remplir qui permet une sorte de licence créative sans limite. Alors que la réalité de cette affaire, elle existait, et elle est probablement très décevante dans ce cas-là aussi. The royal conspiracy is kind of out because if they were trying to cover something up, they probably wouldn't have committed the most talked about crime of of all time. That would be kind of counterproductive. If this was a real op, they would have just like pushed them off a bridge or something and not painted walls with their blood in like the most fantastic way imaginable. Mais en vrai, même la version décevante, elle pourrait nourrir 1000 histoires et dire des choses sur le monde. D'autant que Jack l'Éventreur, il y a tellement de versions maintenant qu'on peut l'aborder par tous les angles sans se poser la question de la façon dont il faudrait l'aborder. Encore une fois, c'est réel et c'est un mythe. These senseless, violent murders, it just seemed to me that symbolically I could kind of position the Jack the Ripper murders as the birth throes of the 20th century, with Jack the Ripper as a kind of really ghastly midwife. Et Moore y comprend tout à fait l'intérêt de cette porosité entre les imaginaires et le monde. C'est pas pour rien qu'il a fait la Ligue des Gentlemen Extraordinaires avec que des personnages issus de la littérature populaire anglaise. Un patrimoine vivant parce que on continue à le faire vivre, à dialoguer avec, à le transformer. Et c'est au fond ce qu'essaie de faire le Pacte des Loups à sa façon, et je suis désolé, je dis bravo, bravissimo, et j'ai pas peur des mots, molierissimo. Parce que voilà, il est là le fond de mon problème. Je trouve que la culture française a un peu perdu la main avec ça. Ou en tout cas qu'on sous-exploite pas mal de notre histoire. Parce que, qu'on se comprenne bien, je dis pas qu'il faut faire des milliers de trucs sur une bête à la con en Lozère. Je dis déjà, faisons-en, comme le Pacte des Loups, mais aussi, il y a plein d'autres choses à faire. Je dis surtout, faisons ça, faisons comme le Pacte des Loups. Pour tout un tas d'autres trucs. Vraiment, je pense on se rend pas compte du potentiel. Tenez, vous connaissez l'histoire du curé de Châtenay? En gros, c'est un curé de campagne qui a disparu en 1906, et oui là, je sais, dit comme ça, on s'en fout. En plus, pour le coup, on connaît le fin mot de l'histoire, et c'est vraiment décevant, hein. Il s'était juste barré en Belgique avec une meuf, mais l'histoire elle-même, ça reste une dinguerie. Les journaux ont envoyé 12 000 reporters, ils ont feuilletonné à fond, il y a eu plein de théories folles, ils ont offert des primes faramineuses, donc résultat, il y a eu tout un tas d'enquêteurs farfelus qui se sont pointés, il y a des trucs, même pas besoin de les inventer, hein, pour de vrai, genre on a les photos. Ils ont fait venir une hyène pour le pister en mode si, c'est l'avenir de la police scientifique. Il y a eu un mystique indien qui disait pouvoir le retrouver avec ses visions, et en plus c'est trop drôle parce qu'il a vraiment trouvé des choses, bref. Et puis tout ça, ça raconte plein de choses sur l'époque. Par exemple, la montée en puissance de la presse sensationnaliste. Puis c'est parfait, parce que maintenant ça fait écho à la thématique des chaînes d'infos en continu, etc. Et surtout, si ça a pris cette ampleur, c'est qu'on était en plein dans le débat entre religieux et anticléricaux. Et parce que oui, l'année d'avant, 1905, vous savez, 1905, la fameuse loi sur la laïcité. Et là, pareil, les échos avec les débats de maintenant, vraiment c'est tout prêt, il y a qu'à se servir. Et c'est pas pour rien si ça a été adapté 1 million de fois, et non, pas du tout, je déconne, il y a 0 film, pas une BD, pas une série, pas un point and click. Mais quel gâchis! Je suis sérieux, présentez-moi des gens, je suis méga chaud, je vous l'écris. Par contre, je préfère prévenir, je vais peut-être mettre des scènes de savates et des duels de politiciens à l'épée. Mais parce que ça aussi... Non, bon, allez, on avance, mais appelez-moi, hein? On en discute. Bon. Je pourrais en citer des dizaines des exemples comme ça, et une infinité si on s'y mettait à plusieurs. Ces enjeux-là, au fond, on les connaît mal aussi parce qu'on produit pas assez ou assez bien d'imaginaire autour. Les Miséroïdes, d'après le roman de Victor Hugo. C'est loin d'être la seule raison, hein, mais si on a constamment des débats tout pinés sur la laïcité, c'est peut-être aussi qu'on manque de films populaires sur son histoire, avec des hyènes, des fakirs et de la savate.
Ils sont où, les grands films populaires sur la commune? Sans même parler d'y mettre des mécas steampunk, hein, même si... n'hésitez pas, hein. Heureusement qu'en BD, on a des Tardy ou des Lupano. Elle était attendue, la voici en librairie, la bande dessinée Le Cri du Peuple. Et pour de vrai, notre industrie du cinéma, elle pourrait vraiment s'inspirer de notre marché de la BD. Même si, évidemment, c'est pas les mêmes contraintes, et on va y revenir. Quand c'est bien fait, ça peut donner des films hyper réussis. Ce qui est déjà assez rare pour être souligné avec le steampunk, et qui en plus parle, pour une fois, du Second Empire. On n'a pas un déficit dans la discipline historique. Les historiens, ils bossent. Mais les industries créatives, là, il y a un truc, je suis désolé. Même quand il y en a qui veulent à mort, on le leur permet pas. Bah genre, Richer qui veut faire son grand film sur la commune depuis des années. Et quand on lui lâche ce qu'il faut, il nous fait L'Empereur de Paris, un film sur Vidocq, autre grande figure sur laquelle on reviendra plus tard. Et on pense qu'on veut du film, hein, mais au moins on a du grand divertissement en costume, où ça parle de bagne, de la création de la police, du Paris enflammé du début 19e, de la naissance de l'Empire. Sur le papier, quand même. Il nous reprend le bon vieux trope du recrutement d'équipe des films de braquage, et il nous met un militaire de la noblesse, déchu de ses privilèges par la Révolution, une prostituée bonapartiste et un ouvrier communard. Et tout ça, il nous en fait des figures hyper cinématographiques. Juste, il y a Lucchini qui joue Fouché, bon sang. Et si vous voyez pas qui c'est Fouché, eh ben c'est normal, parce qu'il n'y a pas assez de films où des Lucchini jouent des Fouchés. Et pourtant, ça se faisait. Alors ok, problème, ça a pas marché. Il faut dire que ça coûte cher, je dois l'admettre. Mais le Pacte des loups, ça avait marché. Au fond, je pense que j'ai pas beaucoup besoin de convaincre la plupart des gens de l'importance de montrer l'histoire au cinéma ou ailleurs. Et voilà, là, par contre, j'en vois déjà venir. Est-ce qu'on est vraiment obligé de mettre des épées Vorpal en os, les dents de la terre et du kung-fu? Alors à ça, je pourrais déjà répliquer qu'il y en a, ils se privent pas, hein. Je vous renvoie vers notre vidéo sur les blockbusters d'action indiens, parce que oui, ces types dans RRR, c'est censé être des personnages historiques, et résultat, avec le rayonnement de ces films, eh ben, il y a des Européens qui découvrent qu'on peut traiter dans un cinéma populaire l'occupant anglais comme dans le nôtre on traite l'occupant allemand. Mais même, tant qu'à parler de kung-fu, les films Ip Man, qui sont des méga succès chinois pour la simple et bonne raison qu'ils défoncent, eh ben Ip Man, il a vraiment existé, c'est un vrai type, et il était balèze en kung-fu, hein, mais évidemment, il a jamais été premier degré dans des situations comme ça. Ça, vraiment, c'est pas la réalité historique, c'est des codes d'un genre cinématographique propre à la culture chinoise. Mais ils lui font traverser tout plein de périodes, faire toutes les guerres pour être aussi fort et former Bruce Lee, comme ça, hop, on a l'occupation japonaise, l'impérialisme occidental à Hong Kong, et ça continue encore et encore. Alors oui, si vous voulez, propagande, pays illibéraux, soft power, mais les monuments de cinéma populaire hongkongais, à qui le cinéma mondial doit tant. Et j'ai bien dit hongkongais, pas chinois. Vous devez être au courant qu'il y a des petites frictions. Des monuments comme les Il était une fois en Chine. Wong Fei-hung, pareil, c'est à la fois un héros mythique et un type qui a vraiment existé. Même recette. D'ailleurs, pour l'anecdote, dans le premier, il se marave avec les Occidentaux et la dynastie Mandchoue, mais comme ces petits bijoux s'étaient vendus à l'international, on leur a un peu reproché d'être voilà, un chouï xénophobe. Comme quoi, les pauvres petits blancs, hein, n'est vraiment pas les derniers à se sentir offensés, pauvres bichettes. Et donc, opus suivant, hop, les méchants, c'est une secte xénophobe anti-occidentale. Et ça, là... Ça, ce gars, c'est Sun Yat-sen, figure de l'indépendance chinoise, mais ouverte sur l'Occident, qu'ils font dialoguer avec Wong Fei-hung, qui représente la Chine plus traditionnelle. Non mais je vous dis, il y a une méta. Mais bon, je comprends bien, une fois qu'on a dit ça, est-ce que nous, c'est une raison pour faire pareil? Est-ce qu'on doit faire de la savate à Clémenceau, de la magie à Louise Michel, ou foutre le général Boulanger dans un méca centaure? Et même, au fond, sans aller jusque-là, est-ce qu'on est vraiment obligé de faire le pacte des loups? Alors, quittons pour de bon la matière historique pour plonger à pieds joints dans la matière culturelle. On a pris pour habitude d'appeler matière de Bretagne un corpus inspiré de la tradition celtique et notamment les fameuses légendes arthuriennes. De base, ça désigne tout un tas d'œuvres du Moyen-Âge par opposition à d'autres écrites vers la même période. La matière de Rome, inspirée des légendes de l'Antiquité latine, mais aussi grecque, du genre Homère, Alexandre, tout ça, et la matière de France, à base de Charlemagne, les fameuses chansons de gestes, comme celle de Roland, etc. Si je parle de ça, c'est que je trouve le terme de matière assez intéressant, et ce, pour plusieurs raisons assez précises.
Premièrement, ces textes bien établis n'ont fait que figer dans le marbre tout un bordel mouvant et protéiforme de récits, de légendes, de contes, de chansons, par définition dénués d'auteur, de formes canoniques, sujettes à réinterprétation et variation constante par la tradition orale, les réécritures et chaque itération de leurs divers interprètes. Bardes, saltimbanques, poivreaux de taverne, nourrices ou papy gâteaux au coin du feu. En somme, un folklore, une culture populaire. Et oui, parce que folklore, ça veut dire assez littéralement culture populaire. Matière qui va en plus se perpétuer bien au-delà de ces fameux textes établis. Inspirer de nouvelles œuvres, se transformer, se nourrir d'autres récits et en nourrir de nouveaux en retour. Y a qu'à voir la matière dite de Bretagne jusque dans le cinéma, la BD, les jeux vidéo, etc. Une matière vivante donc. Deuxièmement, si vous avez été attentif, même si vous faites la vaisselle en même temps alors que le coin du bis s'est fait chier à faire un super montage, vous aurez noté qu'on parle d'œuvres qui s'approprient des éléments culturels antérieurs. On est même des siècles après, et y compris dans le cas de la matière dite de France. Cette dernière met en récit rétroactivement une sorte d'origin story à ce qui va devenir peu ou prou la France. En fait, c'est comme la matière de Bretagne, elle reprend un folklore celtique en le passant à la moulinette des valeurs de leur lieu et de leur temps, comme la chevalerie, l'amour courtois, ou simplement le christianisme, qui avait lui-même à l'origine, on le rappelle, combattu ou absorbé ce folklore. Le tout pour donner une légitimité légendaire à l'ensemble politique et la dynastie du moment. Vous suivez? Bon, la matière de France, c'est pareil. Parler de la France pour cette époque, c'est un anachronisme. Ces batailles opposaient des chefs de guerre cherchant à agrandir leur domaine par la force en tissant au besoin des alliances de circonstances. Par ailleurs, les questions religieuses qui obsèdent les identitaires n'étaient pas la motivation principale des combattants de cette époque. Faire de Charles Martel le grand protecteur de la chrétienté, c'est oublier qu'il a accumulé une bonne partie de ses richesses en pillant des églises et qu'il a refusé d'apporter son soutien au pape. Il dirigea la Francie de 718 jusqu'à sa mort et mena de nombreuses campagnes militaires qui firent des Francs les maîtres incontestés de toute la Gaule. Troisième mot, si tout ça constitue bien une sorte de terreau culturel propre à une société, en un lieu et un temps de l'histoire, elle se forme sur une chier d'influences multiculturelles. Y a quand même pas besoin de vous expliquer que l'ensemble des trois matières citées sont fondamentales dans notre culture. Vous voyez pourtant bien qu'elles viennent de cultures multiples, respectivement celtes, gréco-latines et germaniques, qui ont assez peu à voir entre elles, que ce soit au niveau géographique, chronologique, culturel, mais même d'organisation sociale, de religion ou de langue. Ça vient même de 3 familles de langues différentes. Des cultures, ai-je besoin là aussi de le préciser, qu'il serait aussi anachronique que hors sujet de qualifier individuellement de culture française. Et même la matière de France, oui, je sais, c'est contre-intuitif. Ces costumes déroulants m'épaissent, les étoffes qu'on y a rajoutées m'étouffent de plus en plus. Donc tout ça synthétise à un endroit des éléments qui viennent de cultures différentes et j'ai envie de dire... Et vice-versa. Parce qu'en plus, faudrait rajouter que ces matières ont également influencé d'autres cultures partout dans le monde jusqu'à aujourd'hui. Cultures qui ont elles-mêmes influencé notre matière à nous. Matière vivante parce qu'elle évolue, se nourrit, se reproduit, se déplace comme elle s'enracine. Ou, si vous voulez, une matière entendue comme un genre de substrat culturel, un terreau assez fertile pour faire pousser des trucs, susceptibles d'en polliniser d'autres un peu plus loin et d'être pollinisés en retour. Une sorte de champ communal dont on peut toutes et tous moissonner l'imaginaire partagé. À l'opposé donc des conceptions de la culture bourgeoise, avec sa vision d'une culture comme un corpus académique d'œuvres légitimes, qui rejette tout ce qui est populaire avant de l'absorber et se repose paresseusement sur le tri déjà opéré par l'histoire, et de la conception d'une culture identitaire faite de roman national, de fierté mal placée et de France éternelle bricolée a posteriori, qui nie à la fois le temps et l'espace, l'histoire et le monde. Au final, 2 faces d'une même pièce qui fige, muséifie et stérilise la culture, en un mot commençant, qui la tue. Je lisais dans le programme du Rassemblement national, qui ne parle pas de culture, qui ne parle que de patrimoine, que le patrimoine, c'est, je cite, « notre histoire pétrifiée ». Mais ça fait froid dans le dos, ces mots-là, « pétrifiée ». C'est ça qu'on veut pour nos enfants, être sidérés, être à l'arrêt, être bloqués
Mais c'est le contraire, l'histoire. C'est pas que des vieilles pierres et des grands noms. C'est un élan, c'est un espoir, c'est une manière de se libérer. C'est un art de l'émancipation. Donc je suis très heureux qu'on parle d'histoire ensemble ce soir. Et donc, le Pacte des loups. De quelle matière il est fait, le Pacte des loups? Le Pacte des loups reprend le flambeau d'une forme de récit d'aventure à la française et globalement d'un genre de cinéma qui va avec, le cinéma de KPDP. Et quand il sera temps, si tu ne viens pas, la Gardère ira à toi. Alors, je sais, dit comme ça, le cinéma de KPDP, ça fait franchouillard et un peu ringard. Parce qu'au fond, ça allait, hein, et ça a été parodié à l'infini. Bardaïek, j'ai grande hâte que tu me contes tes moultes faits d'armes. Mais quand même, j'espère qu'on a tous conscience que pendant un moment, ça a été un bail de fou. Et pas qu'au cinéma, hein, c'était un gros truc dans les feuilletons télé et tout, hein. Et c'est précisément pour ça que ça a été autant parodié. Et clairement, c'est passé de mode depuis belle lurette. D'une certaine manière, je pense que le Pacte des loups a marché parce qu'il y avait encore un public qui allait en salle qui se souvenait d'un certain cinéma français qui se faisait dans les années 60. 15 ans plus tard, quand on a fait La Belle et la Bête, en fait déjà ce public n'était plus là. Et en fait, pour les gens que j'avais devant moi, La Belle et la Bête, c'était simplement une version pirate d'un dessin animé de Walt Disney. C'était pas du tout une volonté quelque part pour moi de converser avec Jean Cocteau. C'est même probable que la plupart d'entre nous aient vu plus Thierry Lafrance que Thierry Lafronde. Bravo mes amis. Possible aussi que Capitaine Philibert, qui est globalement un OSS 117 du film de KPDP, c'est carrément fait par les mêmes gars, ça a nettement moins marché parce que c'est sorti à un moment où l'objet de la parodie était lui-même trop dépassé et trop vaguement oublié pour que ça percute encore. Alors que c'est très drôle. Donc en gros, le Pacte des loups, c'est un peu comme Gladiator, sorti pas longtemps avant, avec le péplum. Fallait casser la baraque avec un genre qui était pas mal mort dans le film. Le Pacte des loups vient à la base d'un scénario écrit dans le cadre d'un programme de Canal+, grand argentier du cinéma français, hein, ça va avoir un rôle pour la suite, une espèce de pépinière comme on dit dans la Startup Nation pour de nouveaux projets de jeunes créatifs. On le doit à Stéphane Cabel, dont c'est le deuxième scénario de long métrage, et à qui on doit quelques autres trucs depuis, dont un film sur l'affaire Clearstream où Gilles Lelouch joue Denis Robert. Et oui. Il faut se replacer dans l'époque, c'était l'époque où Canal+ avait acquis Universal. Et donc, Pierre Lescure, qui tenait Canal+, avait envie de démontrer aux gens de Universal qu'en France, on pourrait peut-être faire, nous aussi, un blockbuster, un film qui envoie quoi, à l'écran. Ce scénario, il tape dans l'œil de Christophe Gans, qui le reprend pour faire un des projets les plus ambitieux du cinéma français d'alors en termes de production. Et alors, c'est qui Christophe ? J'ai fait Crying Freeman. Crying Freeman a été un film que personne n'attend et qui fait un bon score. Le film a fait 900 000 entrées, ce qui était totalement inespéré à l'époque. D'une certaine manière, le succès d'estime de Crying Freeman a pavé la voie au Pacte des loups. Eh ben, Christophe, il a un profil assez spécial. Il fait partie de ces réals qui viennent plutôt de la critique. Et pas n'importe quelle critique, puisqu'il a commencé au journal Starfix, à qui on doit d'avoir amené tout un tas de cinématographie en France, à une époque où c'était pas du tout gagné. On était uniquement pris au sérieux par les distributeurs. On n'était pas du tout pris au sérieux par le reste de la presse, qui nous considérait comme une bande de gamins. On était une bande de gamins, puisque moi, quand j'ai fondé Starfix, j'avais 21 ans. Starfix a à faire découvrir à une génération entière le cinéma de Dario Argento, de David Cronenberg, de Sam Raimi et de toute cette bande-là. Un cinéma qui à ce moment n'a pas vraiment pignon sur rue. En bon cinéphile de magazine, son cinéma est logiquement pétri de références, d'érudition et de passions diverses. Il sait ce qu'il aime, ce qu'il veut faire et pourquoi, dans quoi ça s'inscrit, etc. Raison pour laquelle je dis beaucoup sur le papier en parlant du Pacte des loups, en dehors de l'exécution et des contraintes de production notoirement difficiles sur ce film. Quand on commençait à tourner une scène au soleil et qu'une heure plus tard c'était couvert, qu'on refaisait le plan qu'on avait fait au soleil, qu'on le faisait couvert et qu'une heure plus tard il se mettait à pleuvoir et ainsi de suite, que des fois une journée on tournait 2 plans. Et ça a donné lieu évidemment à des retards qui ont fait aussi la réputation du film. Le film, très rapidement, s'est retrouvé orné de cette réputation toujours un peu douteuse, un peu ambiguë d'un film qui dépassait son budget.
Cette filiation que je décris avec le roman d'aventure ou les films de KPDP, ce potentiel des pans d'histoire mythiques comme celle de la Bête du Gévaudan, il en a pleinement conscience et il les voit dans ce scénario. Le gars, il a pas fait 11 000 films, hein, alors ceux qu'il a réussi à boucler disent beaucoup de lui, mais ce qui en dit peut-être plus encore, c'est ceux qu'il a pas réussi à faire aboutir. Jugez plutôt. D'abord, Fantomas, que la plupart d'entre nous connaissent pour sa version culte mais plutôt comique des années 60 avec Jean Marais et bien sûr De Funès. L'ennemi public numéro 1 de tous vos soucis quotidiens. À la base, Fantomas, c'est un monument du roman feuilleton français des années 10, 1910, et déjà moult fois adapté à l'écran. D'ailleurs, une des raisons de son annulation, c'est un désaccord avec le producteur Thomas Langman, qui voulait reprendre le ton des célèbres comédies, alors que Gantz, il cherchait justement, je cite, à en faire une réponse française à Iron Man. I'm just not the hero type, clearly. I'm just not the hero type, clearly. On a aussi Nemo autour du fameux capitaine créé par Jules Verne dans 20 milieux sous les mers. Et le pire, c'est que c'était plutôt bien parti. On a Marc Caro qui bosse sur les croquis, Caro qui, rappelons-le, a produit avec Jeunet un type de cinoche aujourd'hui quasi absent du paysage français, malgré son succès à la fois ici et à l'international. Pour les décors, on a rien moins que Druillet, entre autres fondateur d'un certain magazine. Et la référence, c'était la version des années 60 de Richard Fleischer, réal dont on a déjà parlé ici, et une esthétique pulp. Alors là, vu l'ampleur du truc, on part sur une prod internationale, et en gros, là encore, ça coince, notamment sur le casting. Gantz, il a son Nemo en tête, incarné soit par Billy Crudup, soit par Russell Crowe, et oui, pour ceux qui se poseraient la question, ce Nemo ne tenait pas compte des origines indiennes du personnage, amené plus tard par Verne, ce que je trouve personnellement assez naze, d'autant que j'adore la version de la Ligue des Gentlemen, avec tout le propos sur l'histoire coloniale britannique. Mais bon, Gantz, lui, il préfère situer ça dans la guerre de sécession, avec une approche, je cite encore une fois, romantique et violente, qui expliquerait le dégoût du personnage pour la folie des hommes. Bon, alors la prod trouve qu'ils sont pas assez connus, ouais, on l'a dit, Gladiator ne sort que l'année précédant le Pacte des Loups, et elle veut qui nu. Mais Christophe trouve que c'est, alors là aussi, je cite, une endive. Soit, on lui propose aussi Winona Ryder pour un joli cachet de 2 millions qu'il aurait, selon ses dires, préféré investir dans un calamar géant. Bon bah résultat, ça tombe à l'eau, MDR. Ensuite, bon bah on va pas vous refaire notre vidéo sur Pif Gadget et à quel point c'est aussi un monument perdu de l'imaginaire pop hexagonal, mais en gros, le Cricri, ça a l'air d'être un sacré pifou, puisqu'il a non seulement cherché à faire Corto Maltese et Raon. Putain, en plus, le Corto, ça faisait trop envie, c'était en pré-prod, ça aurait été pendant la Révolution russe, mais non, parce que d'obscures raisons juridiques. Super. Par exemple, Raon, c'était vraiment intéressant parce que tout le monde voulait de ce film, sauf les Français. C'est-à-dire alors que je pensais, très naïvement peut-être, que c'était le film qui pourrait être en France un vrai tube, tu vois. Et le Raon, lui, alors là, c'est vraiment symptomatique. Parce que Gantz, il prend ces trucs-là très au sérieux, donc il voulait faire quelque chose de premier degré façon Apocalypto. Et je sais pas si vous avez vu Apocalypto, et oui, je sais, c'est Mel Gibson, mais oui, Christophe. Oui. En fait, on s'est heurté à deux choses. D'une part, on s'est heurté à la haine du nouveau régime de Canal+. Et puis, il y a eu l'incompréhension des chaînes de télé françaises qui nous disaient pourquoi ils sont pas blancs, pourquoi ils parlent pas français, pourquoi ils sont tout nus. Apparemment, nous, on peut pas faire ça. Même si on l'avait déjà fait, que ça avait cartonné, que Raon c'est méga culte et qu'on en fait R. Oui, mais non. Tu restes sans voix parce que tu te dis, je sais pas, il devrait être fier d'avoir mis de l'argent dans la guerre du feu qui a été un succès mondial. Ben en fait, ils te disent aujourd'hui, non, on le ferait plus aujourd'hui. En fait, ce que voulaient les gens, c'était quoi. C'était le film de Chabat. C'est-à-dire, ils voulaient un truc rigolo, quoi. Ah bah, ils croyaient pas si bien dire, puisque finalement, c'est annoncé pour 2024. Mais pas par lui. Par Michael Youn. Dont on peut effectivement imaginer que l'approche sera un peu plus proche de que de la guerre du feu. J'appelle ce quelque chose un crime. Enfin, on verra. Et alors, pour finir,
Vous savez, quand je dis qu'on est déconnecté de tout un continuum culturel qui pourtant est fondateur de nos imaginaires collectifs. Si je vous dis Bob Moran, il y a des chances que le premier truc qui vous vient, et sans doute le seul truc qui vous vient, c'est... Tout le monde connaît Bob Moran parce que tout le monde connaît cette chanson. Mais d'où ça vient? C'est quoi ces délires l'ombre jaune, Opération Nadawib, Miss Clark prisonnière du sultan de Jarawak, qui sont ces gens? D'ailleurs, apparemment, au passage, on dit l'ami Bill Ballantine et non Bill Valentine comme je le croyais. Eh ben, Bob Moran, c'est des romans d'aventure très populaires des années 50, un chouille SF, par un certain Verne avec un S, et non pas Jules, mais Henri. Ce qui est, bien sûr, une référence, c'est un pseudo de son auteur Charles-Henri Dewisme. Ou Dewisme, je sais pas comment on dit. L'histoire, c'est celle, comme le titre de la chanson, d'un aventurier. Un fils de boucher belge qui a arrêté ses études ado et a fini par embarquer au tour du monde avec une maquerelle chinoise avant de devenir résistant, puis agent des services secrets, en couple avec une agente du MI6, puis journaliste et mourir centenaire. Et ça, attention, c'est pas l'histoire de Bob Moran, c'est l'histoire de son auteur apparemment. Bob Moran, lui, c'est juste le héros de 229 romans. Sans compter des nouvelles, il y en a un peu plus, je vous le laisse. Adapté en BD, en dessin animé et même en jeu vidéo, et donc dont l'adaptation la plus connue restera sans doute une chanson d'Indochine. Cette chanson, c'est presque une trace, le fossile d'un mastodonte qui foulait notre pop culture. Mais pour les gars du groupe Indochine, c'était un vrai hommage à cette culture avec laquelle ils avaient vraiment grandi, en reprenant littéralement les titres des romans. Bob Moran et Bill Ballantine se dirigeaient à travers la capitale péruvienne en direction du palais gouvernemental. Quand à cet âge-là, je suis sûr que, effectivement, pour nous, ça pouvait être qu'un modèle, quoi. On rêvait de devenir Bob Moran. Bon alors voilà, cette adaptation de Gantz, elle aussi, elle a foiré, mais le Pacte des Loups, lui, ils ont réussi à le faire. Sans que ce soit une adaptation directe de quoi que ce soit, là ce qu'il mobilise c'est donc un certain type de cinéma autrefois populaire, lui-même venant de la littérature populaire, du style tous les trucs radio mousquetaires qu'il y a eu après le succès des bouquins de Dumas. Une matière dont vous noterez que littéralement le monde entier adore la cuisiner à sa sauce, notamment les États-Unis façon fast-food. c'est honteux. Sauf que, souvenez-vous ce qu'on a dit des matières. Parce que c'est là où la démarche du Pacte des Loups, je la trouve vraiment fertile et que, à mon humble avis, ça explique son succès autant ici qu'ailleurs. Cette matière-là, le délire dit de KPDP, au fond c'est quoi? Des récits d'aventures populaires qui se déroulent dans une époque clé de notre histoire et pas mal fantasmés dans nos imaginaires locaux. C'est-à-dire comme le Shambara, comme le Wuxian ou comme le western. En fait, c'est juste le particularisme régional d'un truc assez universel. Et ça, Gantz, il l'a tout à fait compris. Parce que c'est pas juste un fan de Pif Gadget, de Dumas ou de Pop Tricolore. Mais alors, loin de là. Moi, j'avais capté beaucoup de choses dans un cinéma que les gens ne regardaient pas. Que j'avais commencé à faire venir en France à travers mon magazine HK et puis la diffusion des œuvres de Hong Kong, mais les gens tout ça ne connaissaient pas très bien. Donc le film a été reçu vraiment comme un prototype en fait, comme le prototype, une espèce d'hybridation de cinéma métis qui a marché avec l'esprit de l'époque. Souvenez-vous, Le Pacte des Loups est un film de KPDP, mais aussi on est souvent catalogué très facilement. Et moi, j'ai toujours eu mes cinéastes, les cinéastes que j'aime particulièrement, c'est des gens comme Michael Curtiz ou Ridley Scott, parce que c'est des gens qui font du saute-mouton à travers les genres, quoi. Et d'une certaine manière, c'est ce que j'avais envie que soit ma carrière. La filmo de Gantz parle pour elle-même, une filmo d'anciens critiques et cinéphiles éclectiques habitués à comprendre et à défendre ce qui est considéré comme des sous-cultures, les genres de mauvais goût et les goûts qui font mauvais genre. Quelqu'un qui, en somme, n'aime pas juste le cinéma, mais les cinémas. Tout comme il n'aime pas juste le 7e art, mais les arts, qu'ils aient ou non obtenu leur numéro. Et ce, sans distinction, sans hiérarchie et sans frontières. Beaucoup de gens sous-estiment en fait la puissance de la création de l'imaginaire des jeux vidéo. Gantz perçoit et joue de cette communauté culturelle entre le cinéma français, mais aussi italien d'ailleurs, de KPDP, et le Shambara, le Wuxian et le western.
parce qu'il a bouffé de tout ça, et mieux, il a contribué à l'amener ici, en tant que critique, mais aussi en tant qu'éditeur. Moi-même, j'ai découvert le cinéma hongkongais largement grâce à sa collection HK Vidéo, et là, il fait de même en tant que réalisateur. D'où le kung-fu. Je vais rester sur cet aspect en particulier parce que déjà, je sais pas si je vous ai dit, mais j'adore le kung-fu, hein, et aussi parce que c'est un truc qui revient souvent quand on parle du film, et ce, que ce soit en bien ou en mal. Gardez juste en tête que c'est représentatif de l'esprit du film en général. Et c'est un point crucial dans un moment culturel caractérisé par la référence, le clin d'œil, la reprise, où tout est une copie, d'une copie, d'une copie. À la question récurrente mais what the fuck, pourquoi ils ont foutu du kung-fu dans un film français en costume? La réponse simple est parce que 1. Il sait que le kung-fu c'est cool, et 2. Il sait pourquoi le kung-fu c'est cool. Autrement dit, les scènes d'action sont pas une référence au sens clin d'œil nostalgique ou pastiche d'un certain cinoche. Il sait ce qui fait la force d'un certain cinéma d'action, pas en tant que patrimoine exotique, mais en tant que cinéma. Un cinéma dont ce fameux kung-fu entre guillemets fait partie des outils narratifs, où les combats cristallisent des enjeux, où les scènes d'action font avancer l'action, où la caractérisation des personnages ainsi que leur état d'esprit s'expriment dans leur façon de se battre. Tenez, le calme et l'assurance de Manny, personnage fondamentalement pacifique, mais prêt à se battre quand il l'estime nécessaire, lorsqu'il affronte des fous furieux agressifs et violents, c'est stylé oui, mais ça raconte Manny, ça raconte la situation. Et en fait, même la scène d'exposition des deux protagonistes, c'est une scène de bagarre. La bagarre. Et ça va assez loin parce que à la base, il y avait aussi Fronsac qui se battait dans un style qui le caractérisait différemment de Manny. Mais en fait, une fois au montage, ils se sont dit « Eh non, ça caractériserait encore mieux le duo si Fronsac restait en retrait. » Et comme ça prépare encore plus le terrain à la scène où Fronsac défonce lui-même tout le monde, animé par la vengeance de Manny, dans un style au contraire ultra bourrin et sauvage, avec les peintures de guerre et tout. Du coup, hop. Alors que c'était dans la boîte, hein. La scène elle existe et tout, elle est montée, elle est étalonnée, il y avait zéro économie à faire. Car au fond, l'emprunt à ce cinoche, en fait, c'est pas le kung-fu en lui-même, ça c'est la surface. Il y a un film qui s'appelle La Rage du Tigre, c'est un film qui raconte donc l'amitié entre deux chevaliers, l'un va mourir et l'autre va finir le travail en assimilant quelque part en partie son ami mort. Et évidemment, la relation entre Fronsac et Manny dans Le Pacte des Loups est une référence directe à La Rage du Tigre. Et c'est pas pour cracher sur Tarantino, hein, juste c'est vraiment une autre démarche, mais là, vous voyez bien que ce qu'il fait jusque dans la patine de l'image, c'est « Coucou, vous avez reconnu, ceci est comme dans les films de kung-fu d'antan que j'aime si fort ». Et ce que je vous dis là, c'est un exemple valable pour tous les outils piochés dans bien d'autres boîtes à outils, y compris au sein de cette même scène. Parce que là, les deux étrangers au bout du monde si différents, qui débarquent dans la ville à cheval, assistent à une injustice et se font justicier, et bien évidemment, c'est un truc de western. Je leur ai proposé de faire donc une séquence très ouvertement inspirée de l'ouverture de Django, de Sergio Corbucci. Aussi, cette dynamique... Moi, je veux voir Batman et Robin. Comment ça tu veux le faire? Mais je vois deux mecs masqués. Oui, d'accord. Et donc aussi cette dynamique de... Et pourquoi ils sont masqués? Je dis ils sont masqués parce qu'il pleut des cordes et ils ont des tenues de cocher. Oui, d'accord. Et donc et aussi... en plus, je vais leur mettre des tricornes parce que comme j'adore Orange Mécanique... D'accord, Christophe. Cette dynamique d'audio fait aussi vachement penser à Green Hornet, un feuilleton radio des années 40, décliné depuis en 1000 trucs, hein, dont un film de gonderie avec Seth Rogen que personne n'a l'air d'avoir vu, alors que franchement, c'est un peu dommage. Mais surtout, la série télé qui a lancé Bruce Lee. Excusez-moi du peu. Et là, encore une fois, pas dans le sens de faire un clin d'œil avec littéralement le même masque. Tout comme ce même duo, pour le côté enquête, il renvoie encore à d'autres trucs pop, d'autres cultures. Ce qui fera dire à Gantz à propos de son propre film, moi, je le voyais comme la grande collusion entre Le Chien de Baskerville, La Rage du Tigre de Chang Che et Le Dernier des Mohicans de Michael Mann.
Tiens, à ce propos, ça me permet de faire remarquer qu'en transposant cette dynamique dans notre héritage culturel, passé par l'imaginaire colonial, il remobilise un trope de notre pop culture et qui, du coup, est pas dans La Rage du Tigre, celui du noble compagnon issu des peuples colonisés, dans une représentation positive mais assez exotisée, ainsi que la mécanique façon lettre persane, où pour faire ressortir les contradictions de notre société, on l'a fait commenter par des étrangers fantasmés. Et du coup, là, c'est quand même le premier qui est sacrifié par le récit pour offrir au second son moment de gloire. Mais reprenons, même si je pourrais parler de Marc pendant des heures. Gantz, vraiment, il est très symptomatique du cinéaste qui vient de la critique ciné, comme d'autres avant lui, dans un bain culturel très différent. D'ailleurs, c'est très pratique pour moi parce que, comme il a l'habitude d'analyser les films, il analyse très explicitement, et d'aucuns diraient un chouille trop, ce qu'il va faire. Ou en tout cas, ce qu'il va essayer de faire. D'où mon fameux « sur le papier ». C'est-à-dire que dans un film comme ça, tous les détails comptent. Tout joue à l'écran. Par exemple, moi j'ai passé beaucoup de temps à trouver des chevaux dont la crinière s'accorde à la couleur des cheveux des acteurs. Quand Marc Dacascos montait sur son cheval avec ses longs cheveux noirs et que le cheval avait aussi... D'une certaine manière, ça crée le personnage. Le souci du détail est aussi une façon de rendre compte de la psychologie des personnages, de leur position à l'intérieur du film et du récit. Ça se voit aussi dans le sens où il est pas juste là pour vous montrer son étagère de figurines sous blister et que vous soyez tout content de reconnaître vos références préférées. Non, ce qu'il a, c'est une boîte à jouer avec laquelle il trouve de nouvelles façons de jouer. Pour résumer, on pourrait le voir comme ça, on n'est pas face à des citations dans une langue morte. On est face à quelqu'un qui parle des langues vivantes dans un film polyglotte avec un gros accent. Je voudrais une croissant. What? Je voudrais une croissant. Un film de genre populaire français, en cela qu'il est une incarnation d'un cinéma de genre populaire international. Et ça n'a rien de contradictoire, bien au contraire, car j'ai bien dit international et pas américanisé. Je pense pas que les Américains feraient un film comme le Parc des Loups. D'ailleurs, si le Parc des Loups a autant marché aux États-Unis et toujours fascine plein de gens aux États-Unis, c'est précisément parce que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas faire. Vous voyez la diff ? Pas un cinéma qui se coule dans l'hégémonie culturelle états-unienne, celle qui domine une industrie du divertissement mondialisée, mais qui vient, au contraire, la disputer. Donc, le Pacte des Loups, prototype de quoi ? Le prototype, une espèce d'hybridation de cinéma métis qui a marché avec l'esprit de l'époque. Il y en avait pour tout le monde, quoi. Le film est adapté une vieille légende de la culture française. Il y a toute une génération, notamment celle de mes parents, qui avait envie de voir le film à cause de ça, parce que c'était resté dans la mémoire. Je savais que Grégoire de Fronsac, joué par Samuel Le Bihan, plairait plus à ma mère. Moi, je me souviens être allé voir le film au Pâté Vepler, à la place de Clichy, et la salle était remplie de gamins de banlieue, et ils étaient à fond pour Mani, quoi. Mais j'ai pas fait ça comme on fait des études de la société et des différentes niches. J'ai fait ça pour que tout le monde ait quelque chose à bouffer dans le film. À mon humble avis, la culture populaire à son meilleur, ce gros chaudron partagé où on peut tous faire mijoter plein de trucs, pour le dire en bon français, un melting pot. Comme j'ai souvent dit, ce film-là, c'est l'équivalent du pot-au-feu. C'est-à-dire c'est un plat populaire dans lequel il y a tout. Il y a des légumes, il y a de la viande, et puis il y a l'os à moelle, quoi. Et je veux dire que pour moi, c'était ça. C'est-à-dire qu'il fallait que le film soit l'équivalent d'un très bon repas populaire. Mais alors pourquoi c'est resté à l'état de prototype ? Bon, cette question, c'est un marronnier et un peu tout le monde y est allé de son avis depuis. Plein de théories refont régulièrement surface sur pourquoi on n'a pas eu vraiment une suite au Pacte des Loups. On parle des réceptions catastrophiques de Vidocq et Brocéliande qui ont vraiment contrasté ce succès. Il y a l'arrêt du pool Canal+ Écriture et les différentes causes de ces arrêts. Difficile d'être catégorique, mais les débats sont assez intéressants et plutôt incessants. Alors, je vais vous proposer de prendre le problème autrement. Plutôt que de refaire le match et de continuer à m'en désoler, à dire que c'était mieux avant, ma bonne dame, et si à l'avenir, on allait voir non pas ce qui ne se fait plus, mais ce qui se fait. Et même mieux, ce qui pourrait être fait. D'autant que, je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression qu'il y a plein de petits trucs qui se sont passés depuis.
ça vous intéresse, je vous donne rendez-vous sur cette chaîne pour les prochaines vidéos. Si vous le pouvez, à nous aider à les produire via Tipeee ou KissKiss, ou en allant vous abonner à Métal Hurlant via le lien en description, comme ça en plus vous aurez de beaux échantillons de ce dont on parle, histoire de patienter. Merci à eux, à toutes celles et ceux qui nous soutiennent déjà, et à celles et ceux qui nous rejoignent. Cut. Ok.